Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la conférence Afrique du Sud. Voilà, je vais commencer ça. Je vais partager mon écran. Ce sera pas très long. Euh, en cliquant sur les pouces, j'aimerais que vous me dites si vous voyez qu'une photo en ce moment. Des fois, j'ai de la difficulté à savoir si je partage le bon écran. Donc, si vous me cliquez des pouces, si vous voyez qu'une seule photo ou si vous voyez plutôt, ouais, je vois un pouce levé. Parfait, parce que sinon c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est un peu mon diaporama. Parfait. Donc, vous voyez qu'une seule photo, j'en suis heureux. Alors, voilà, sans plus tarder, notre nouveau voyage. Donc, pour faire un mini historique de ce voyage, c'est la première édition qui vient tout juste d'être complétée chez Caravanier. Ça a eu lieu en novembre. Par contre, c'est un voyage que j'organisais dans le passé avec une autre agence. L'expertise remonte à une époque. Oh, on a quelqu'un qui se connecte. ma collègue. Hello! Fait que je m'en allais, je racontais l'histoire. Cool. Fait Allô que, tout le monde. profite. Désolée, aléa du direct. Petit délai. Parfait, donc je racontais un peu l'histoire de ça. Ça fait quelques années qu'on l'organisait d'une autre manière, complètement d'une autre manière, mais on avait certaines expertises qu'on a continué à exploiter dans cet itinéraire-là. Puis c'est tout. Fait que finalement, cette année, on a repensé la patente, on a redessiné complètement l'itinéraire pour en faire ce qu'on va vous présenter ce soir. Donc en gros, on se concentre sur certains lieux. Peut-être qu'avec vos écrans, c'est pas évident. Je sais pas pourquoi j'ai choisi des nuances de orange et de rouge là, qui sont à peine distinguables. Mais dans l'itinéraire régulier qu'on propose, c'est les points en rouge. D'abord, Johannesburg, aller-retour sur Johannesburg, où on a décidé de donner un regard particulier. Ensuite, on se concentre sur le Lesotho. On a un trek de 5 jours, en tout cas un séjour actif de 5 jours au Lesotho, pour ensuite aller vers les montagnes du Dragon, qu'on appelle donc les Drakensberg. Donc vous voyez qu'on se géoconcentre pas mal dans un massif de montagnes qui est situé à peu près au centre du pays. Okay? En extension possible, on a mis avec les étoiles orange, donc le parc national de Kruger, reconnu pour les safaris, dans la région du Limpopo, puis la région du Cap, de Cape Town, donc complètement au sud-ouest. Et donc, c'est grosso modo sur quoi on se concentre. Si on zoom in un petit peu, puis on regarde un petit peu plus en précision, eh bien, à Johannesburg toujours, Lesotho, donc on voit qu'on est situé vraiment au centre du pays. Okay, c'est un trek qui va relier deux sites, deux villages ou petites villes. C'est un trek linéaire. Ensuite de ça, on a une étape de transition, un autre regard qu'on va donner à Clarence sur le pays. Et on va là faire une randonnée exploratoire dans le parc national de Golden Island. Et puis ensuite de ça, les Drakensberg traversée, pas intégrale, mais ce qu'on appelle la Highland Traverse avec un extra puis des variantes qu'on voit aussi un petit peu plus à l'est. Puis après ça, ben, l'extension Safari est complètement nord-est. Ou bien donc, ça se dit pas ça, ou bien donc, mais bref, on finit notre voyage sinon à Johannesburg. Donc, si je me plonge tout de suite dans le sujet, donc Johannesburg, il y a plusieurs regards qu'on aurait pu donner à cette ville. C'est un peu c'est la capitale économique du pays. C'est une ville multi-ethnique, même si on sait que globalement, oui, l'Afrique du Sud est multi-ethnique, mais en particulier là, par son histoire, donc à la fin du 19e siècle, un gold rush, donc une ruée vers l'or assez importante qui a eu lieu, ça a attiré du monde de partout sur la planète, et puis ça a fait le côté quand même encore très multi-ethnique de la ville. On va y donner un regard un petit peu particulier, puisqu'on va se pencher sur un quartier, entre autres, qui s'appelle Maboneng. Donc Maboneng, c'est un peu la culture, surtout la culture noire, la culture jeune, la culture néo-moderne
de l'Afrique du Sud. Et puis vraiment les choix de lieux, que ce soit des restaurants, des jazz clubs, l'hôtel elle-même, va vous donner vraiment une couleur particulière à l'Afrique du Sud. Donc on sort un peu des standards, puis on va vraiment sur quelque chose d'original. Et puis ça sera ça un peu le voyage. On peut vraiment le décortiquer en chapitres quasiment. Et chaque chapitre aura sa couleur, sa teinte, sa particularité. Donc, Johannesburg, c'est le regard sur l'Afrique du Sud moderne et noire. Donc, on peut s'en résumer à ça. Donc, mais pas que, parce que bon, il y a aussi l'esthétisme naturel, en particulier quand on y va en novembre. Donc, on est dans une période en fait, c'est le printemps. Et puis, c'est la floraison des Yacandra. Donc, je prononce pas bien. Yacandra. Dit comme ça sonne bien. Mais bref, c'est ces arbres à fleurs qu'on retrouve des fois super concentrés dans certains quartiers. Surtout les anciens quartiers de la ville. Donc, on saura où vous amener marcher pour aller un peu saisir cette petite ambiance coquette, disons. Sinon, tac, le core, Maboneng. Maboneng, c'est pas un immense quartier, hein, mais c'est un quartier, on va dire, néo-industriel qui a complètement boomé là, depuis une dizaine, quinzaine d'années à peu près, où là, toute la culture hype, est à son meilleur. Donc, on saura vous donner un aperçu de ça quand même intéressant. D'un côté plutôt historique, on va évidemment poser notre regard sur une période qui a marqué l'Afrique du Sud, puis sûrement vous en êtes tous témoins, vous en avez été témoins à l'époque, jusqu'en 1989-91 à peu près dans ce coin-là, ben c'est la période de l'apartheid. Un superbe musée. Donc l'apartheid en gros, là, c'est un mot, si vous voulez, néerlandais là, ou hollandais, qui signifie en fait un système de ségrégation organisé et politisé. Pour vraiment structurer la société quasiment en caste là, ou en hiérarchie sociale, et puis chacun avait ses privilèges en conséquence. Donc c'est une époque quand même vraiment particulière, qu'on peut encore palper aujourd'hui, 30 ans plus tard. Les cicatrices sont pas encore complètement refermées à ça, en particulier entre certains groupes ethniques comme les Afrikaners et les Noirs. Donc ce regard-là, on veut le donner d'une belle manière. Et je trouve que le musée de l'apartheid vraiment va poser ce regard par son originalité, par sa construction architecturale. C'est vraiment bien fait. Donc, ça d'une part, et aussi le quartier de Soweto. Donc, quartier de Soweto qui a, évidemment, c'est un township c'est une espèce de ghetto, si vous voulez, mais qui a toute sa particularité et son histoire, entre autres pour avoir été le lieu de vie, le début de vie de Nelson Mandela, en particulier, qui a marqué beaucoup l'Afrique du Sud, évidemment, dans sa période de contestation, et puis après ça, dans sa période politique post-apartheid. Donc, c'est un township où il y a différents niveaux sociaux. Donc, on va lui donner un regard quand même assez sympathique, quand même assez intéressant, que ce soit à pied ou en vélo. Ça va dépendre de la météo du prochain départ, mais en gros, il y a plusieurs choses à saisir dans ce quartier-là, des choses à déguster même, les petites traditions culinaires, la réalité de la vie, et puis certains lieux historiques comme la maison de naissance et la maison de vie, en fait, de Nelson Mandela pendant un bon moment de son existence. Donc, 2 jours assez chargés qui vont donner un peu la teinte, l'orientation du regard qu'on veut avoir ou porter sur ce pays-là en particulier. Ophélie, vu que tu es là, tu viens d'arriver, je vais te passer la POC à partir du Lesotho, vu qu'on c'est la tradition. Donc, je vais continuer un petit peu sur la transition vers le Lesotho, puis après ça, je te laisse aller. Donc, à partir de Johannesburg, on va faire la route. On va faire la route vers le Lesotho, comme on a dit. C'est environ 5-6 heures de route, 500 km à peu près. Et puis, on va traverser une région. Tu sais, vous savez, en Afrique du Sud, il y a plusieurs provinces, un peu comme le Canada. Plusieurs provinces qui constituent le pays. Ça a été à l'époque, justement,
si vous voulez, bon, ouais, j'ai oublié, non, pas oublié ce que je veux dire. Mais bref, tout ça pour dire qu'on va quitter le Gauteng, qui est la province de Johannesburg, pour aller vers le Free State. Et le Free State, c'est, si vous voulez, si on fait des analogies avec le Canada, encore une fois, c'est un peu comme l'Alberta, voire peut-être même la Saskatchewan. C'est les grandes plaines, c'est les plateaux, puisqu'on est au pied justement des montagnes des Maloutis, le Drakensberg. Et c'est les grands lieux, c'est les grandes fermes, finalement, les grands lieux d'élevage. Et ça sera cette teinte-là, ou cette particularité-là qu'on va traverser pendant ce road trip qui va nous mener jusqu'au Lesotho, où là, on va complètement changer d'ambiance. Et donc, le Free State, on va y revenir un petit peu plus tard dans le voyage, mais c'est un lieu important dans l'histoire de l'Afrique du Sud, puisque ça a été le lieu de caravanes ou de, si vous voulez, des grands treks ou les treks boers des Afrikaners qui ont quitté la région de Cape Town pour suite à des répressions, suite à des guerres internes, et puis qui ont voulu essayer de s'établir et de constituer des grandes fermes dans ce lieu-là, au nord, au centre-nord, si vous voulez, du pays. Donc, il y a une particularité historique. On y fait un petit regard à l'aller, mais au retour, ça sera un petit peu plus élaboré. Mais ça reste que ça va vous donner une autre perspective du paysage de l'Afrique du Sud. Cool. Donc, ben oui, deuxième chapitre du voyage. Donc, ça va être la portion au Lesotho. Donc, comment le raconter? J'essaie de structurer en même temps mon idée. Mais donc, petit pays complètement enclavé en Afrique du Sud. euh, Méconnu, je dirais qu'à chaque fois qu'on en parle du Lesotho, c'est toujours tu sais, on a du mal à le situer, on a du mal à visualiser, on connaît pas grand-chose non plus de l'histoire du Lesotho. Donc je dirais que c'est vraiment une très belle découverte qu'on a faite là avec ce deuxième chapitre du voyage, parce que pour le coup, c'est ça, on connaissait pas grand-chose. On y est allé, puis on s'est vraiment rendu compte que, ouais, il y a vraiment un énorme potentiel, puis c'est vraiment beau, même plus, même en tout cas personnellement, que ce que j'avais imaginé. Donc, c'est ça, c'est un petit royaume qui est complètement indépendant de l'Afrique du Sud. Ça a été, et puis il y a vraiment une frontière naturelle. C'est vraiment bordé par les montagnes qui fait comme une frontière naturelle avec l'Afrique du Sud. Ce qui fait qu'ils ont réussi vraiment à garder pendant longtemps une forme d'indépendance. Ils ont, à partir des années 1860, été sous le protectorat anglais pendant à peu près 100 ans. Ce qui fait qu'ils ont réussi justement à garder cette indépendance-là, mais en même temps, ils n'ont jamais été colonisés. Il y a pas eu ils n'ont pas vécu l'apartheid comme en Afrique du Sud. Donc, ils ont gardé vraiment une culture qui leur est propre, forte, avec beaucoup de traditions encore vivantes aujourd'hui, mais aussi tout un volet rural qui est encore très, très présent. Donc, je trouve que c'est vraiment l'image qu'on va avoir du Lesotho. En tout cas, moi, c'est ce qui me reste beaucoup en tête, c'est justement la ruralité et puis toute cette splendeur-là qu'on découvre parce qu'on marche de village en village. C'est vraiment l'esprit de ce trek-là. Donc, quand on arrive, notre point de départ, c'est Malealea. C'est un tout petit village, puis donc il y a un petit lodge qui nous attend. On voit un petit peu l'ambiance du lodge à l'arrivée. C'est des sortes de petites rondes à velles, des sortes de petites huttes comme ça. Très confortable pour le coup. Je veux dire, c'est très, très, très bien. On a une petite salle de bain, on a ce qu'il faut. Donc, c'est mignon, en même temps très simple. Euh, L'environnement est vraiment le fun. Puis c'est sur un beau terrain. On a eu la chance d'arriver, puis d'assister à un événement qui est quand même assez unique, puis pour le coup très traditionnel au Lesotho, qui est une course équestre. Parce que justement, ça fait partie d'une des traditions qu'on découvre en arrivant sur place, c'est que c'est vraiment des événements qui peuvent être très très populaires et très rassembleurs dans le pays. Les gens viennent de loin. Puis là, bref, ça a tombé que ça faisait à peu près 3 ans qu'ils n'en avaient pas organisé. Donc à notre arrivée, on a eu la chance d'assister à cette course-là. Ça a été tout un événement, puis beaucoup de ferveur dans le village, des Ouais. personnes qui sont venues d'assez loin aussi pour y assister. Donc très marquant. Puis ben, on voit les gens, pour le coup, on est vraiment au contact avec la population locale. On voyait là les habits, les petites couvertures, etc. Ouais, exactement comme. Elle est magnifique cette photo. Euh,
donc oui, tu sais, il y a plein de choses, il y a plein de codes derrière tout ça, plein comment dire, de traditions qu'on découvre au fur et à mesure, puis qu'on va vraiment, encore une fois, apprendre par des activités, par les gens qu'on rencontre. Donc c'est ça. Donc le mal et Mm. aléa, événement marquant, un début de voyage, Puis, puis c'est notre point de départ. Ouais. il faut dire aussi qu'on l'a commandité, cet événement-là. Donc, c'est pas arrivé purement Ouais, exact. comme un hasard. Tu sais. C'est ça, c'est pas un hasard, mais la nuance là-dedans, c'est qu'on peut pas le garantir à chaque fois Non, parce que ça c'est c'est sûr. aussi dépendant de la météo. Donc là, on a eu vraiment beaucoup de chance. En novembre, ça peut être un peu instable. Il pourrait y avoir des risques de pluie, d'orage, etc. S'il y avait eu de la pluie, on n'aurait pas pu avoir la chance d'assister à cet événement. Je pense qu'il aurait été annulé. Donc, c'est pas garanti qu'on puisse assister à une course à chaque fois. On va l'essayer, c'est évident, c'est vraiment intense puis prenant comme expérience, mais en tout cas, c'est toujours les aléas météo qui vont dicter cet événement. Ouais, puis c'est la beauté aussi de nos voyages où justement chaque départ va avoir son originalité, sa particularité. Il n'y a pas de standardisation Ouais, comme on voudrait le faire, mais ça reste que c'est ça qui fait le charme. ouais, tout à fait. Donc là, on est parti pour 3 jours et demi, 4 jours de trek finalement pour aller vraiment rejoindre notre point final qui est Sémancan. Donc on est accompagné par à peu près 4 guides là, dépendamment de la taille, mais à peu près, ouais, c'était quatre ou 5 guides. Donc, on a des chevaux avec nous qui vont porter la logistique, ce qui fait que, je veux dire, on a un petit enjeu de logistique à ce niveau-là. C'est vos sacs souples, bref, dans le sac. Puis la journée, on porte que notre sac de jour, donc on n'est pas encore avec quelque chose de trop chargé sur le dos. Là, c'est pas comme dans les Drakensberg où on en parlera plus tard. Et donc là, bah, on est parti. Donc 4 jours de marche, c'est quand même des bonnes journées de marche. Les autos, ça va être une bonne mise en jambe avant les Drakensberg. Des bonnes journées, il peut faire chaud. Mhm. Je l'ai pas mentionné, mais l'altitude, on est en altitude dans le sens où on est à 1800, entre 1800 puis 2005. Là, je pense qu'on navigue là-dedans pas mal toute la durée du trek. Mais à cette altitude-là, il peut faire quand même vraiment chaud. Puis quand je dis chaud, entre 28 et 30 degrés possiblement en pleine journée. Donc, on s'attend en tout cas au mois de novembre à avoir ce type de température-là. Puis quand je parle de bonne journée, bon, ben, entre 17 et 20 km par jour. Les dénivelés sont pas excessifs, mais ça reste une belle distance quand même à parcourir. Et le plaisir, ouais, Ben, non, mais oui, ils sont pas excessifs les dénivelés, mais les distances quand même à 18-20 km, c'est à considérer. c'est Ça ça. nous a marqué quand même cette année, malgré qu'il n'y a pas d'immense dénivelé, Ça c'est fait des ça. bonnes journées. Oui, oui, Vraiment des bonnes faut journées. être honnête. Ouais, 100%. Mm. Donc, euh, donc c'est ça. Mais on croise absolument personne. On emprunte vraiment Non. des sentiers qui sont empruntés encore par les villageois pour rejoindre un village à l'autre, des sentiers multiers. Bref, donc on peut croiser des bergers, puis on arrive dans les petits villages le soir pour dormir, donc exactement comme ça. Donc on a des huttes qui nous attendent. C'est très rudimentaire, on s'attend pas au même confort que Mm. notre petit lodge à l'arrivée. C'est très très rustique. Là, on parle de une, Mm. donc c'est de la terre battue, puis on dort à même le sol. On a des matelas, on fournit les matelas. Mm. Apportez vos sacs de couchage, bref, tout ça, on en parle plus tard là pour le matériel, mais on fournit les matelas. Mais c'est sûr que c'est rustique, en vie locale à fond, là, on vit l'expérience à 100%. On peut même dormir à la Belle Étoile si ça nous tente d'avoir, en tout cas si la météo le permet. Mais c'est exactement ce genre de scène de vie auquel on assiste parce qu'on est clairement au cœur des petits villages comme ça, puis on est définitivement avec les gens. Donc c'est hyper isolé. C'est assez surprenant là à quel point ça peut être. En tout cas là on voit c'est super verdoyant. On a le contraste avec les montagnes au loin. En tout cas c'est vraiment trippant. Qu'on a 2 nuits de cette façon dans des petites huttes avant d'aller rejoindre tranquillement donc le lodge de Sémancong qui est un petit peu plus loin. Je sais plus le nombre de. C'est ça, c'était 20 kilomètres à peu près par jour là, puis 20 km par jour, 3 jours, 3 jours de marche. avec un point culminant qu'on voit au bout de la photo, là, qui est le col, un col à 2665 mètres. Mhm. Donc l'environnement va changer un petit peu, ça va devenir
c'est plus limité en termes de végétation, plus rocheux. Mais après ça, vite, on revient dans les vallées, on revient dans les couleurs. Puis selon la saison, ben, on peut avoir de la floraison, pas de floraison. Bref, Ouais. c'est aléatoire. Mais les deux périodes qu'on va viser, on a décidé de viser le mois de mai et le mois de novembre euh, pour des raisons météo, climat et de climat. Cette année, en novembre, je vous dirais qu'on s'est fait surprendre un peu par les variations climatiques qui marquent peut-être un peu la planète un peu partout, là. Mais cette année, ça a été particulièrement plus chaud qu'à l'habitude. Donc, tout à l'heure, Ophélie parlait de 28 à 30, 32 degrés. C'est dans le top là, de chaleur qu'on peut espérer à ce moment-là. On pourrait, en temps normal, s'attendre un petit peu plus modeste à 25. Mm. Bref, quoi dire de plus sur la météo? Bref, je te laisse On verser à Hong s'adapte. Kong. On s'adapte, c'est ça le mot Ouais. d'ordre. Donc c'est ça, on arrive à Sémankang, qui est un plus gros village, ouais, un petit peu plus gros là que le Malaya à notre arrivée. On change aussi justement un petit peu plus d'environnement pour le coup. Puis là, on va rejoindre un lodge qui est pas mal plus confortable aussi que, en tout cas, que les nuits précédentes. Donc on retrouve notre petite touche de confort là pour terminer le trek. On va y rester 2 nuits à Sémankang parce que depuis le lodge, ben, en fait, il y a des belles. Ah oui. Matuso? J'ai pas de Matuso? photo du lodge, sorry. Ah, t'as pas de photo du lodge. Ok, c'est pas grave. Bah, on y Pas rencontre pris. entre autres Matuso. C'était Matuso, ouais. J'essaie Ouais. juste d'être sûre. Qui est une petite dame justement du village qu'on rencontre, puis qui va justement nous donner beaucoup, beaucoup d'informations, d'explications sur les fameuses couvertures Basotto, parce qu'il y a toute une histoire hyper intéressante là-dedans. Hem, il y a des codes, dans la façon de les porter, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, les motifs, les c'est ça, les motifs, que ça soit, suite au protectorat anglais ou, par rapport à la justement à l'agriculture. Bref, il y a tout plein de symboles là-dedans qu'on essaye de capter, de connaître parce que justement, c'est encore quelque chose qui est très très répandu là. Je veux dire, on les voit tous avec des couvertures, donc c'est vraiment très vif encore comme tradition. Puis, on rencontre, bah, des personnes comme Matuso qui nous parlent, justement de ces traditions-là. On a la fameuse chute, Maletsunyane qui est, une des plus grandes, je pense, d'Afrique australe là, qui a fait 204 mètres de haut. Alors on a, plusieurs possibilités d'aller s'approcher de cette magnifique chute. On peut y aller en randonnée pour ceux qui veulent, que ce soit donc en rando, on y va à pied, on peut aller donc, un beau point de vue comme ça, on peut descendre au pied des chutes, remonter. Et pour ceux qui ont, envie d'un peu plus d'adrénaline et le cœur bien accroché, ben, on peut la descendre en rappel. C'est ce qu'on a fait, dans le groupe là. Le plus dur, c'est de se lancer. Mais ouais, donc ça a été un grand moment. En tout cas, on a pu, vraiment s'organiser ça, donc une belle journée de cette façon pour aller, appréhender la chute. Donc on la voit en arrivant de haut, puis ensuite, bah, il faut la descendre. Donc, en rappel, c'est vraiment génial. C'est une super expérience. En tout cas, si ça vous tente, ça sera une possibilité sur place, une option qui vous sera proposée. Super équipe. Ouais, vraiment Ouais. rien à dire. Super belle expérience. Ouais. Puis moi, je vous dis, je suis moniteur d'escalade, formateur aussi, donc j'ai pu valider toute la sécurité de ces infrastructures-là. Donc, ils sont vraiment dans les standards internationaux et tout équipé avec des équipements Petzl. Donc, ouais, c'est le calibre. Et Mmh. puis, c'est quoi, presque tout le monde l'a fait dans le groupe. Puis, il y a des gens qui avaient la peur des hauteurs, des gens qui... Ça a été vraiment une activité tellement puissante en symbolique Ouais. que quasiment tout le monde y a participé. Ouais, j'avoue que c'était un moment fort, en tout cas, de terminer notre expérience, au Lesotho, puis en tout cas, nos 4 jours, 4-5 jours de cette façon, c'était ouais, toute une expérience. Donc, En c'est effet. ça. Donc, suite au Lesotho, ben, on se dit au revoir. Et puis, ça nous aura marqué, c'est certain. Je vous invite d'ailleurs, en ce moment, il y a c'est quoi dans les aventures de Monsieur Bruno? Mmh. Donc, Bruno Blanchet, là, ça roule, je pense, sur Ouais. Évasion, qui fait en ce moment un topo sur le Lesotho, puis l'Afrique du Sud aussi. Mais si vous regardez l'émission en particulier sur le Lesotho,
Je trouve que ça va chercher vraiment l'âme que nous on a vécu. Et pas juste l'âme, je dirais aussi euh, les teintes, les couleurs. Il y a une couleur particulière au Lesotho, surtout en fin de journée. Mm. C'est c'est difficile à décrire, mais en voyant les images de Bruno Blanchet, en voyant ce que nous on a vécu, il y a vraiment une similarité. Donc, je vous dis, ça laisse pas indifférent, mais pas du tout. Bref, on fait notre petit deuil, on quitte le pays, on revient quelques heures de route, puis on fait escale au cœur de la province du Free State, donc je parlais tout à l'heure, donc cette province de grands ranchs, d'élevage, des grandes plaines, dans la petite ville à contre-courant, contre-culture, la ville de Clarence. Donc, historiquement, dans ma vie perso, j'avais fait escale là-bas, puis ça m'a vraiment fait triper, parce que je trouvais que c'était un bastion culturel, un bastion contre-culture, par rapport à un peu le buzz redneck élevage qu'on retrouve un peu partout dans le Free State. Et aussi parce que c'est un village qui est à grande majorité habité et peuplé d'Afrikaners, donc de populations blanches d'origine hollandaise. Et puis que je trouve que dans un voyage comme celui qu'on veut poser, en Afrique du Sud ou Lesotho, c'est bien de regarder tous les angles d'une société, tous les angles de perception qu'on peut avoir au niveau culturel. Donc, ce regard-là, en particulier sur la population africanaire, donc un peu, mais la population africanaire, je vous dirais, à contre-courant aussi d'une certaine manière, plus artistique, parce que le village est très orienté au niveau des arts. Donc, c'est ce qu'on veut donner pendant 2 jours. Et c'est aussi, puis bon, il n'y a pas juste les arts, il y a aussi les arts de la brassiculture et du bon vin et de la bonne bouffe, parce qu'il y a des très bons restos. Mais c'est le village ou la porte d'entrée, si vous voulez, d'un parc qui est quand même intéressant, qu'on appelle le parc de Golden Gate Island, qui, lui, a une géomorphologie qui est tout à fait distincte par rapport à ce qu'on pourra visiter, pourra voir pendant le voyage. On a vu les images du Lesotho, on va voir bientôt les Drakensberg, mais les falaises de grès, donc de sandstone, si on parle en anglais, ou de calcaire, sont vraiment particulières dans ce parc-là. Et je vous dirais, la végétation où l'aspect verdoyant est très particulier. Donc, ce parc-là, on aura l'occasion d'y marcher une journée pour aller explorer, disons, les highlights de ça. Donc, en quelques images, là, c'est une demi-journée, parce qu'évidemment, on est en transition entre un moyen trek au Lesotho puis un long trek dans les Drakensberg. Donc, on veut garder la forme. C'est un voyage actif, hein, notre voyage en Afrique du Sud, mais on veut pas non plus trop se pousser à bout, puis il y a tellement de choses sympathiques à voir puis à vivre à Clarence qu'on fait une espèce d'équilibre. Mais le parc de Golden Island, c'est un petit must à voir. On y passera environ une grosse demi-journée, disons. Voilà, avant de se rendre pour le parc de Royal Natal, qui est combiné avec les Drakensberg, donc pour notre trek de 7 jours, en itinérance dans cette traversée-là, on va dire de la section nord des Drakensberg. Fait que là, pour cette section-là, vu qu'on s'est pas préparé du tout à cette conférence, je te dirais qu'on peut s'échanger un peu les commentaires. Je commencerai à dire que le Royal Natal, ben c'est ça, c'est la portion au nord. Le Royal Natal a sa couleur particulière. Je parle beaucoup en termes de couleur, mais couleur dit ambiance aussi. Puisque c'est un petit parc situé au nord des Draken, qui a encore des grandes fermes, des grands alpages, je dirais, d'élevage, et beaucoup de végétation très luxuriante, verdoyante, qu'on va pas tout à fait retrouver dans les Draken, puisqu'on va être en plus haute altitude, puisque la géographie est un petit peu plus exposée aux conditions, donc moins propice à une végétation comme celle-ci. Donc, ça sera l'atteinte de la première journée. C'est vraiment flagrant qu'on marche là, depuis un lodge qui s'appelle Cairn Lodge jusqu'à Witsy's Hawk Lodge. Là. Donc, si on fait la première étape, si vous voulez, c'est en 2 lodges pour justement un peu rester dans le confort des lieux.
parce que c'est là tout simplement, puis pourquoi on passerait à côté, ça serait un peu fou. Donc, voir un peu cette végétation, je dirais, d'une zone géographique qui est distincte, c'est-à-dire entre 2000 et 3000 mètres d'altitude. On va voir plusieurs arbustes de la fleur nationale ou l'arbuste national, si vous voulez, du pays, qu'on appelle la protée royale. Donc, c'est la fleur emblématique. On a cette ambiance de végétation, puis après ça, on arrive sur les plateaux. Donc, plateaux qu'on va traverser le long des crêtes. Et c'est ce qui marquera un peu tout le reste du trek des Drakens, c'est-à-dire qu'on marche sur les hauts plateaux tout le long. Donc, on est vraiment dans une perspective, je vous dirais, plutôt aérienne, ou du moins en altitude dans la perspective où on est en haut du relief. Et c'est pas le relief qui nous domine, c'est nous qui dominons le relief. Ça sera ça pendant quasiment tout le long du voyage. Donc, première étape ici, halte dans un lodge avant de continuer vers les Dragons eux-mêmes dans leur appellation contrôlée. Donc, on commence tout au nord. Les Drakensberg, leur particularité, c'est d'être un massif. En fait, c'est un massif de montagnes, oui, qui en fait fait la frontière est avec le Lesotho. C'est un massif très escarpé, très vertical, qui va culminer à peu près à 3000-3200 mètres selon les lieux. On amorce le trek à partir de Sentinel, donc c'est un lieu géographique, une montagne particulière, et qui est marqué aussi par une autre grande chute. On a vu tantôt Maletunia, là, mais la Tugela Falls, c'est par son enchaînement, si vous voulez, de cascades, une des plus hautes au monde, avec celle de c'est Angel Falls, je pense, au Venezuela. Donc, on voit tout de suite la connotation escarpement, grand précipice, si vous voulez, qui vont marquer à peu près tout le trek des Drakensberg. Donc, c'est pas nécessairement un trek vertigineux, puisqu'on est vraiment sur les plateaux, mais c'est quand même vertical. Puis je conclurai ma petite section, pour ça je t'enchaîne, je te lance une balle, en disant que le seul aspect vraiment vertigineux de ce trek-là, et là, mini parenthèse, j'adore cette photo parce que tout est dans les regards, le vent. Z, notre guide local, qu'on voit au centre, qui est toute La force tranquille. force tranquille du groupe, ouais, c'est ça, qui est merveilleuse là-dessus. Bref, cette photo-là, je trouvais qu'elle représentait tellement l'ambiance qu'on a vécue tout le long du trek. Mais ce que je voulais dire, c'est ça, c'est le seul aspect technique ou vertical du voyage, c'est là. C'est les fameuses échelles là, qui dominent une falaise d'à peu près 20 mètres de haut. Le dénivelé n'est pas tout à fait vertical, là, mais quand même, c'est soutenu. Donc, on vous donnera toute l'assistance voulue à ce moment-là. On a même des équipements techniques pour franchir ça. Mais c'est un, comment dire, c'est un mal pour un bien. Si vous voulez continuer ou juste faire ça, faut passer par là. Et tout le monde a réussi cette année. On a donné tout le soutien et tous les équipements, puis ça a marché. Ouais. Donc, voilà. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Je te lance une POC comme ça. Ok. Donc, je vous dis à chacun ici, Ophélie n'a pas vu le diaporama, donc elle y va en mode Jazzy jazz. style. Ok. Est-ce que... Non, t'as pas parlé de l'équipe locale qu'on rencontre? Non, pas La vraiment. gestion, tout ça. Ok, bon, bah, je parle de ça. Vas-y. Donc oui, pour la portion des Drakensberg, on va être accompagné par une équipe locale. On a vu rapidement Andy, qui est notre guide, lead guide de l'équipe locale, qui est formidable. Et on a 12 porteurs avec nous. Ils sont là vraiment pour porter toute la logistique commune, donc les tentes, etc. Mais sinon, dans les dracs, ça va être vraiment un poids un petit peu plus lourd dans le sac à dos à considérer, en tout cas pour les voyageurs. Donc, c'est pas juste un sac de jour. Dans votre sac à dos, là, peut-être entre 12 kilos en moyenne, je dirais. C'était pas mal la moyenne du sac des voyageurs. Ça va être le stock pour vos affaires personnelles, disons, sac de couchage, etc. Donc, à considérer quand même pour ce trek-là. On porte un petit peu plus. On est vraiment mais en semi-autonomie avec l'assistance et l'aide donc de l'équipe locale. Je te laisse improviser là-dessus. Ouais, c'est ça.
Donc, Non, ben, on est parti 6 jours, c'est 6 jours de marche. Les dénivelés sont encore une fois, ça, il n'y a rien de, c'est pas forcément un facteur qu'on considère là, c'est plus les distances, les conditions, parce qu'on est vraiment du hors sentier. Donc c'est ce qu'on retient aussi là, ouais, on est vraiment hors sentier dans ce trek. Donc on s'adapte au type de terrain qu'on rencontre. On peut avoir 4 saisons en une journée aussi. Donc, les conditions dans les Drakensberg peuvent être parfois difficiles. On pourrait avoir du gros soleil, de la grêle 2 heures plus tard pendant 20 minutes, puis hop, on repart sur du gros soleil, puis du gros vent possiblement. Donc, c'est aléatoire. On s'adapte. On est quand même dans un environnement assez sauvage et éloigné, mais vraiment spectaculaire. En tout cas, moi, le fait d'être justement en hauteur continuellement, bah, ça nous ouvre vraiment vers des panoramas qui sont assez hallucinants. On se rend compte vraiment de l'immensité de la chaîne de montagnes. On voit quand même relativement loin aussi les villages. On peut voir aussi les autos. Là, juste la photo juste avant, on voyait justement un berger Basotho qu'on a croisé sur le chemin, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a vraiment là, c'est une frontière naturelle. Là, il y a des gens ouais, qui traversent, qui vivent dans ces régions-là. Donc c'est pas rare qu'on croise, en tout cas qu'on ait des rencontres comme ça sur le chemin, même si encore une fois on est tout seul. La fleurs. végétation, ouais, les fleurs, c'était vraiment flower power là cette année, c'était magnifique. En novembre, j'avoue que petit coup de cœur parce que les fleurs sauvages aussi, c'est qui tapissent là le sol, c'est assez, ça rend tout ça très très esthétique visuellement là, c'est très coloré. Donc, très beau, la faune, qu'on rencontre aussi, je sais pas si tu en as des photos de ça, mais en tout cas, Non. on croise un petit peu. On a croisé des babouins, des Babouin, vautours, les vautours du poteau. Cap. Donc, quoi d'autre? Je pense que c'est pas mal les Non. Puis le Jorion Porteur, t'en as parlé tout à ouais, l'heure, mais bon, c'est. vas-y. C'est comme non, mais ils font vraiment partie intégrale de l'équipe. Faut aussi savoir que de traverser les Drakensberg comme ça, dans la formule qu'on propose, c'est, je vais pas dire unique, mais c'est quand même particulier. Puisque des porteurs qui ont cette expertise-là, une équipe comme le team de Z qui est capable de gérer ça, d'être habitué de faire justement le montage des camps, de faire la nourriture, tout ça, c'est limité. Ils viennent tous de communautés, de petites communautés qui sont vraiment aux abords du nord-est des Draken. C'est tous des amis de Z, donc il y a vraiment un noyau de gens qui peuvent faire ça et nous permettre d'alléger nos sacs pour être en autonomie pendant 6 jours dans les Draken, dans des conditions confortables. On va voir un petit peu plus tard le campement. Mais donc, ces gars-là et ces filles-là, parce que la guide locale, Mmh. c'est une femme forte, et il y a d'autres femmes porteurs aussi, donc on est Ouais. super fiers d'avoir une équipe comme ça, des deux sexes, là. Voilà. Bon, là, je mets des photos un peu niaiseuses, mais bon, c'est des photos du moment où on se dit, waouh, c'est tellement malade qu'il faut Ouais. absolument se prendre en photo dans ce contexte-là. Donc, on disait souvent que les Draken, c'est tu sais, ce rapport-là à la verticalité, au vide, je disais tout à l'heure qu'on dominait finalement le relief, ben c'est le cas. Puis des fois, on est vraiment sur les plateaux, comme on a vu sur les photos précédentes, mais des fois, il y a ces ouvertures-là qui nous amènent vers le vide, puis qui là, c'est des Mmh. moments forts, je vous dirais. C'est ce qui nous inspire, puis là, on a le goût vraiment de s'immortaliser dans ce contexte-là. Ça, je pense que c'en est une bonne, là, ici. Puis ici aussi, donc, quand justement qu'il y a des couverts nuageux, fin de journée, etc. Donc, c'est la particularité de ce trek-là. C'est un trek où on est en haut. Relativement à, je sais pas ce qu'on fait au Népal ou ailleurs, où on est entouré de verticalité, là, on la domine, si je peux dire. Mmh. Fait que voilà, j'avais mis une série de photos qui allaient dans ce sens-là, de cette idée. Et là, si vous regardez en Mmh. particulier là, un peu vers la droite, là, on est vraiment en haut des falaises, là. Tu sais, c'est juste comme Ouais. impressionnant. Voilà. Donc, je te laisse peut-être parler des campements.
Ouais, OK, parfait. Donc, Mm. la vie sur les campements, c'est ça. Les journées sont en termes de kilomètres, là, si je compare avec le Lesotho, sont moins longues que ça se compare pas tout à fait. On arrive un petit peu plus tôt sur les campements aussi, là. On fait un petit peu moins de distance qu'au Lesotho. Mais bon, le type de terrain, comme on le disait, est aussi un peu, différent, puis le poids qu'on a dans le sac, aussi. Mais bon. Donc ça nous prend encore un petit peu d'énergie, quand on arrive sur le campement parce que bien qu'on ait l'assistance d'une équipe locale, ça reste quand même un trek, puis une expérience participative. Ça prend un bon esprit d'équipe, ça prend, un peu d'huile de coude de tous. Donc on arrive, faut de l'aide pour monter les tentes, chacun trouve un peu son rôle, naturellement, que ce soit gonfler les matelas, monter les chaises, aider, l'équipe à monter la tente, repas, bref. Tout le monde s'active, tout le monde s'affaire, puis c'est ça, ça reste très confortable. On amène, donc tout le matériel est fourni. On le voit, c'est quand même super confort. Puis il y a rien de mieux là de prendre, en tout cas l'apéro ou les petits déj, je trouve en plein air comme ça, c'est quand même des moments forts de vie sur les campements. On est super bien installés, on a vraiment en tout cas, on a tout ce qu'il faut. Dans le fond, vous avez juste à prévoir votre sac de couchage puis vos affaires personnelles pour la vie ensuite sur le campement. C'est pas mal nous qui amenons, tout. Ouais. Hem, ouais, C'est notre matériel, hein, c'est notre matériel caravanier, là, donc ouais. avec notre lien avec MSR et tout, donc dans les campements, si vous voulez, légers, mais confortable, donc c'est vraiment la balance des deux. Donc c'est juste cette prestation-là, elle est unique d'une certaine manière, puisque d'habitude ça se fait en mode backpacking avec tout le matériel dans vos sacs, là. Donc voilà, c'est la petite touche qu'on a voulu ajouter. Puis aussi avec le confort de nos équipements, matelas et autres, là, et chaises, Mmh. table. Bref, je pense à cette photo-là Ouais, qui inspire ces moments de détente post-randonnée. ouais, exact. Bon, OK. je peux continuer vu qu'on achève les Draken. Donc Vas-y. voilà, donc photo de fin. Ça, c'était la dernière. On sortait du parc à ce moment-là. Après, en fait, on peut dire 7 jours de marche, là, si je combine la première journée dans le Royal Natal. Donc, si on regarde nos gueules, c'est pas si mal que ça. On Et sent puis, on a l'air content. on a l'air content. Puis, un clin d'œil aussi à notre gang de porteurs, Ouais. qui, sans eux, ça serait toute une autre paire de manches, disons, de faire ce trek-là. Donc, on développe un lien, évidemment, parce que chacun, vous allez voir, il y a quelqu'un qui est attitré au rythme de la marche, il y a Z qui est la chef d'orchestre, on a notre cuistot, on a le staff un peu attitré au service, puis après ça, on a chacun qui s'occupe de notre matériel personnel. Donc, à chaque jour, il vient le prendre, à chaque jour, il vient te le reporter, il nous aide à monter les tentes, ils sont très conviviaux, donc ils sont très dans le client care, si vous voulez. Et puis ça, ça marque pendant une semaine de temps. Donc voilà. Donc revoir les dragons et puis qu'on quitte si on quitte ces montagnes-là, notre dernière nuit, j'ai pas mis de photo. Marie, t'en avais une très bonne, mais c'est pas grave, faut garder quelques secrets, là. Non! Yeah. Ouais, ouais, mais on dort dans un super lodge, là, finalement, qui est au pied des dragons, puis c'est à peu Ah, près la vue qu'on aura, puisque les dragons, ils se regardent évidemment d'en haut, mais ils se regardent beaucoup d'en bas aussi. Ils prennent tout leur sens, je vous dirais, dans les deux perspectives. Fait que c'est ça, grosso modo. Donc, je pourrais enchaîner sur une photo achetée sur le web en disant que c'est la fin officielle de notre itinéraire, donc il dure 18 jours. On propose donc un retour vers Johannesburg à ce moment-là, mais aussi avec l'option de faire un safari. Safari de ah, trop. Ouais, t'allais dire? T'es gelé? C'est moi qui ai gelé? Je continue, je pense à bloquer. Bref. ouais, désolée, problème Non, de connexion, j'ai manqué un bout. c'est pas grave, je pensais que c'était moi. Donc j'enchaîne sur l'idée que justement on peut regagner. En fait, on va vous proposer de revenir à Johannesburg, finir une dernière nuitée là-bas. Mais on aura aussi une extension possible de 3 nuits, 3 jours et demi en tout,
un safari à pied, donc dans une réserve privée aux abords du parc national de Kruger. Donc on est complètement à l'est du pays, dans une province qui s'appelle le Limpopo. Donc dans cette province, dans ce parc-là, si vous voulez, privé dans le sens plus pour préserver l'esprit assez unique qu'on aura eu autant au Lesotho qu'au Drakensberg, parce que pour vrai, cette année, on a croisé 4 randonneurs, et 4 randonneurs qui étaient ensemble, puis qui est dans le sens inverse. Donc, la rencontre, elle a duré 5 minutes, le temps de faire un échange de bons procédés, salut, comment ça va? Puis c'est tout. Donc, pour rester dans cet esprit-là, on y va dans un milieu un peu plus privatif, si vous voulez, dans la réserve de Maseki, qui est autour de Kruger. Et puis là, on propose un trek safari, donc un safari à pied le matin, avec option en après-midi, pas option, mais possibilité, si vous voulez, de faire un game drive classique avec un véhicule. Donc, c'est 2 regards, 2 ambiances, mais vraiment concentré sur l'aspect à pied. Donc, le but, c'est de traquer les animaux, de voir un peu les signes, les traces qu'ils laissent pour pouvoir les repérer, pour pouvoir aller les observer. Donc, cette année, vraiment avec 2 guides certifiés qu'on retrouve là-bas. Donc, c'est des guides pisteurs, si vous voulez, qui sont armés pour la sécurité. Eh bien, on a beaucoup pu observer ou se rapprocher vraiment des éléphants, des hippopotames, de plusieurs si vous voulez, antilopes et autres. On a même traqué de très proche un léopard. Donc, ça a été vraiment sympathique et aussi de comprendre justement toutes les habitudes, les comportements de ces immenses animaux. Parce que là, cette photo-là n'est même pas zoomée, là. Donc, on était vraiment très proche. Il y a quand même un volet sécurité qui est trillant, si vous voulez, là. Donc, ce contact-là avec les animaux sans véhicule, c'est quand même particulier. Fait que, et ça dure 3 jours de temps. Et puis, on va même proposer une itinérance au niveau des campements. Donc, on reste en campement élaboré, mode safari évidemment, avec cuisinier privé, staff qui fait le transport des bagages, qui organise les tentes, mais il y a 3 campements. Là, on va être en itinérance pour les relier à pied. Donc ça, c'est quand même... Moi, je connais pas de formule comme ça. Puis j'ai quand même fait pas mal de safari en Afrique en général. Donc c'est vraiment une belle particularité. Puis toujours cette option véhicule le soir où là, si justement on veut approcher plus les grands félins et autres, les rhinocéros, les buffles. Mais je vous dirais qu'à pied, les enjeux sont un petit peu plus forts, là. Fait qu'avec le véhicule, c'est tout à fait possible. Donc on a ces 2 regards-là. Cuistot privé, merveilleux pour justement ces ambiances de souper de fin de journée ou de déjeuner. Parce que là, en fait, l'itinéraire, pas l'itinéraire, mais le mood ou l'horaire quotidien, c'est très tôt le matin. On se lève à 4h15, 4h30 pour être sur les sentiers ou sur les pistes, si vous voulez, à 5h15, 5h30. Puis après ça, on continue en fin de journée vers 4h30, 5h le soir pour faire un game drive, puis souper après en fin de journée. Donc, c'est vraiment ça pendant 3 jours en itinérance. Et à la toute fin de ça, on regagne Johannesburg pour notre dernière nuit officielle avant de se disperser. Et puis, je vous dirais que, tant qu'à se disperser et de prolonger, si vous voulez faire, parce que, tu sais, des fois, on va dans un pays qu'une fois dans sa vie, c'est très normal, et on proposera à ce moment-là, sous une base autonome, si vous voulez, une extension à Cape Town. Donc, on vous donnera nos meilleures adresses de resto, les sites à visiter, etc. dans un petit document. Mais bon, Cape Town, c'est très facile d'être autonome là-dessus, d'être en liberté. Et ça vaut vraiment le coup, puisque c'est complètement une autre Afrique du Sud qu'on peut découvrir dans sa grande région. Donc, Cape Town, c'est plein de choses. C'est plein de choses. Cape Town, on peut y passer vraiment longtemps. Cette année, on était concentré dans le quartier de Bo-Cap. Donc, un quartier, si vous voulez, malais ou musulman, en fait, qui fait partie de l'histoire de l'Afrique du Sud. Art déco, couleurs, vives, etc. Donc, ça a été un des volets qu'on s'est donné. On a aussi fait la péninsule de Cap-de-Bonne-Espérance et tout au sud, en fait, du pays. Et puis aussi la région des vins. J'ai pas mis de photo de ça parce que ça mérite d'être découvert par vous-même. Mais la région des vins autour de Stellenbosch, de Franschhoek,
puisque les vins sud-africains sont reconnus mondialement. Donc, tu sais, vous voyez, donc c'est un pays très riche, très diversifié. On pourrait même rajouter plein d'autres chapitres à notre histoire, mais on s'en tient à ça. Donc voilà, c'est un nouveau voyage caravanier qui a vu le jour, qui a été vraiment un franc succès. Honnêtement, on peut se dire ça. Et dont la prochaine édition sera en mai prochain. Donc à chaque année, on va faire 2 départs, soit autour de la mi-mai, donc ça sera une période à peu près l'équivalent de l'automne tardif, si vous voulez, là-bas. Et en novembre, qui sera l'équivalent du printemps, finalement. Ce sont les deux, on peut dire aussi octobre, qui est une belle période, mais nous, on va y aller vers la fin de cette période-là, pour donc y aller dans les 2 plus belles périodes de l'année, donc 2 départs annuels pour le futur en Afrique du Sud.